Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être venus en nombre pour cette première Unipop de l'année 2026. Donc on vous souhaite bien entendu une excellente nouvelle année. On est ravis d'accueillir ce soir le conférencier Laurent Julier. Merci pour lui. Alors, Laurent Julier est professeur des universités à l'Institut Cinéma et Audiovisuel de Nancy. Vous êtes aussi directeur de recherche à la Sorbonne Nouvelle, vous êtes spécialiste de cinéma mais aussi de photographie. Vous avez sorti un livre sur la question qui s'appelle « Apprendre à regarder la photographie » aux éditions Flammarion en 2024. Un ouvrage qui a été traduit en anglais d'ailleurs, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Donc ce soir, c'est une conférence un peu à la croisée des chemins entre l'histoire, les arts, la photographie, avec cette thématique de regarder la photographie de guerre. Alors les photos de guerre sont quasiment contemporaines de la naissance de la photographie, puisque, si vous le savez, bien sûr, les premières photos d'un conflit datent de, je crois, la guerre de Crimée, donc au mi-temps du 19e siècle, et puis il y a eu ensuite la guerre de sécession. Si ces images sont anciennes, elles sont aussi aujourd'hui un peu omniprésentes dans nos quotidiens. Elles ont parfois acquis un statut aussi d'icône ou de symbole pour certains de ces conflits. Entre le document, l'œuvre d'art, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Donc c'est pour ça qu'on a aussi essayé de faire cette conférence ce soir, ce rendez-vous, pour tenter d'analyser avec vous à la fois ces documents, leur portée, leur statut, comment les appréhender finalement. Voilà, donc toutes ces questions, et puis bien sûr des questions d'éthique, s'agissant de photographies qui souvent représentent des scènes dures, dramatiques. Voilà. Donc c'est toutes ces questions qui seront au centre de cette conférence. Et je remercie encore Laurent Julier d'être présent parmi nous. Merci beaucoup. Alors c'est pas un sujet facile ni plaisant. D'aller être obligé de regarder des photographies qui ne sont pas plaisantes à regarder. Ne sont pas plaisantes pour moi non plus, mais avant ça, je vais faire un petit rappel. Parce que les photographies font partie de la grande famille des images. Et comme vous le savez, il n'y a pas de professeur d'images. Nulle part dans le monde, on apprend les images. On apprend à lire, on apprend à écrire. Mais pour des raisons à la fois biologiques et culturelles, on n'apprend pas les images. Bon, alors vous connaissez, bien sûr, je n'en doute pas, ce célèbre tableau de René Magritte. Ceci n'est pas une pipe, non évidemment, hein. Ceci n'est pas une pipe, c'est l'image d'une pipe. Pourtant tous et toutes, autant qu'on est ici ce soir, lorsque nous étions à l'école maternelle, l'instituteur ou l'institutrice, en nous montrant une image de ce type, ne nous a jamais dit non les enfants, c'est pas une pipe, c'est l'image d'une pipe et vous devez dire ça. Mais personne ne nous a jamais dit ça. Donc il y a même une prédisposition biologique, donc, hein, c'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, nous ne voyons pas le monde en 3 dimensions. Mais là, c'est pareil, on n'a jamais eu de cours de psychologie de la perception à l'école. Les lycéens n'en ont pas. La psychologie n'est pas enseignée au lycée, l'anthropologie non plus. Des tas de choses intéressantes ne sont pas enseignées au lycée. Et donc on n'est pas préparé en fait à voir des images. On se dit mais pourquoi apprendre les images, c'est tellement facile. Tout le monde peut faire ça. Tout le monde reconnaît spontanément une image, tout le monde la décode, même une image qui a été prise par un photographe à l'autre bout du monde. Hop, voilà. Un enfant sait se servir d'un téléphone qui fait des images. Bon. Alors les photographies partagent un certain nombre de caractéristiques, des miroirs et des tableaux. N'empêche que, honnêtement, quand on regarde une photographie, est-ce que tout de suite, on ne saute pas dedans? Est-ce que tout de suite, on ne franchit pas le mur, on reconstruit la 3e dimension, celle qui manque? Et est-ce qu'on n'a pas tendance à la regarder
comme dans cette partie bleue, là, comme un miroir. Voilà. Ça ressemble tellement. Tellement tentant de passer directement au sujet, comme dans le tableau, à la pipe, mais sans penser à l'être humain qui a finalement, malgré qu'il se soit servi d'une machine très sophistiquée, a produit cette photo. Alors donc on a tendance à aller vers la partie bleue, et moi ce soir, le temps de cette conférence, je vais plutôt militer pour la partie verte. Voilà. Bon. Je sais que ça n'a aucune chance de marcher. Moi-même, je n'y arrive pas toujours. Mon premier réflexe, comme vous, quand on me montre, surtout quand quelqu'un me brandit une photo sur son smartphone, tu reconnais? Bah oui, je reconnais. Oui. Donc, je vais pas, ça serait un peu lourd et je perdrais tous mes amis. Dire, mais non, mais réfléchis un peu là. Hein. Non. Donc non. Hein. L'objectif et l'œil sont deux choses différentes. Voilà. On entend souvent parler d'objectivité de l'objectif, c'est faux. Voilà. C'est comme de penser qu'on voit en relief, c'est faux. Voilà. On perçoit en 2D et on reconstruit grâce à notre culture, notre habitude du monde, notre corps tout entier, notre façon de marcher, d'éviter les obstacles, notre connaissance des objets familiers. On reconstruit le monde à toute vitesse, sans s'en apercevoir, bien sûr. On réfléchit un peu, mais de manière donc non consciente. Tandis que l'objectif, là, que vous voyez à droite, lui, il transmet... alors on dit, ouais, mais lui, au moins, il n'a pas de culture, il n'a pas de classe sociale, il n'a pas de genre, il n'a pas de sexe, il est objectif. Il faut le croire, c'est notre premier réflexe de le croire. Non, non. Bon, voilà, nous voici pendant la guerre d'Espagne. Alors, des soldats pendant la guerre d'Espagne. Ben non. Je sais que c'est embêtant de dire non, mais effectivement, c'est une photographie célébrissime. Enfin, c'est le photographe surtout qui est célèbre, c'est Robert Capa, probablement le photographe de guerre le plus célèbre de tous les temps, une personne médiatique, avec une vie romanesque. Non, j'aurais tendance à dire, avec un peu de provocation, c'est la photographie de quelqu'un qui lève la tête et qui regarde des soldats. C'est la représentation d'un regard. C'est pas des soldats qui marchent, non. C'est quelqu'un, mais alors pourquoi est-ce qu'il est plus bas qu'eux? Est-ce qu'il s'est couché sur terre? Est-ce qu'il est dans une tranchée? C'est quelqu'un qui lève la tête et il nous invite à lever la tête avec lui. Vous voyez la ressemblance avec le geste du peintre? Il nous invite à voir avec. Et nous, bien sûr, avec l'habitude des miroirs, hop, on saute tout de suite dessus. Alors pourquoi l'objectif n'est-il pas objectif? Parce que n'importe quel objectif, même celui le plus neutre possible, même ces caméras qui sont devant moi, même les caméras de surveillance qui sont réputées neutres, non, elles ne sont pas neutres. Elles sont équipées d'un certain objectif, avec une certaine distance focale, une certaine profondeur de champ, tout un tas de termes techniques qu'on n'est pas obligé de maîtriser sur le bout des doigts, mais il vaut mieux savoir que tout ça imite plus ou moins bien notre œil, mais que ce n'est pas notre œil. Il y a des choses très simples là, vous voyez, là, il est plus bas, hein, c'est une contre-plongée, comme on appelle ça. Il y a des gestes simples, comme par exemple le décadrage. Regardez cette photo, elle, beaucoup plus connue que la précédente, c'est une photo d'un guerriero sandiniste pendant la guerre du Nicaragua, elle est très célèbre. Il lance un cocktail Molotov. Alors c'est amusant parce qu'il lance un cocktail Molotov dans une bouteille de Pepsi Cola, justement sur ses ennemis qui sont financés par les Américains. Bon, alors, c'est un détail piquant, mais pourquoi cette photographie a-t-elle fait le tour du monde sous forme d'affiche? Ça a été publié partout, elle a rendu son autrice riche et célèbre. Pourquoi? Parce qu'on lance le cocktail avec lui. Et pourquoi est-ce qu'on le lance avec lui? Parce que y a ce décadrage. Vous voyez, la photo est mal cadrée finalement. On n'oserait pas faire ça. Hop, elle penche et puis il y a le fil électrique là, ou le fil du téléphone qui anticipe
le parcours de la bouteille. C'est génial, c'est une photo quasiment haptique comme ça, elle nous prend et on accompagne le mouvement. Il n'y a pas seulement nos yeux qui regardent cette photo, il y a tout le corps. Et, hop. Et quand, pour des raisons politiques, de recrutement, les affichistes reprennent cette photo-là, mais ils la ruinent complètement. Vous voyez, ils effacent le fil du téléphone, ils coupent sur les côtés de manière qu'on ne voit plus le décadrage. Et finalement, la photo, bon, voyez, oui, ce garçon est photogénique, son expression est parlante, on dirait un acteur de cinéma. Il a une élégance avec son blue jean et son béret à la Che Guevara. Oui, il est photogénique. N'empêche que, voilà, dans cette photo, on ne participe plus dans celle de droite. Celle de gauche, elle a un impact extraordinaire. Parmi les autres détails techniques qu'on peut remarquer, il y a des choses que notre œil ne sait pas tout à fait faire aussi bien que l'appareil photo. Voilà. Alors là, c'est un flou de bouger. Le photographe suit quelqu'un qui court, c'est toujours la guerre d'Espagne, Capa 1937, suit quelqu'un qui traverse, qui a une alerte au bombardement aérien. Et bien sûr, il y a un double flou. Le chien est flou, la jambe gauche, la patte gauche du chien, la patte avant gauche du chien et la jambe gauche de sa maîtresse sont floues, le reste de la rue est flou. Et l'urgence, la peur peut-être, la panique, pourquoi pas, sont inscrites sur la photographie. Tandis que si on avait contemplé cette image, cette scène avec nos yeux, on n'aurait peut-être pas saisi aussi bien que ça le sentiment d'urgence. Voilà. Donc la photographie est fausse parce que cette place de Barcelone ne ressemble pas à ça, elle n'est pas floue, mais elle est juste parce qu'elle ajoute un détail technique qui est la différence entre le flou et le net. De même ici, ces soldats australiens tout joyeux qui embarquent en 1917 à Melbourne. Avec, vous avez vu le petit détail en bas à gauche, et celui qui se retourne vers nous et qui a l'air de penser que ça va peut-être pas être une partie de plaisir, et que peut-être il risque, il a raison de le penser, bien sûr, si c'est le cas, de ne pas rentrer tous. Et vous voyez, ce qui est merveilleux, c'est que les serpentins qu'on leur lance, comme si c'était le départ d'une croisière, les serpentins qu'on leur lance et qui se vrillent par l'effet du bouger, ils ressemblent un petit peu à des fils barbelés. Voilà. Ils ont quelque chose de... D'autant qu'on sait comment ça finit. Ça finit par des millions de morts. On sait comment la Première Guerre mondiale se termine. Tout à coup, voilà, cette photographie prend une autre dimension. Voilà. Donc le détail technique, là, se retourne finalement contre l'opérateur, mais pour nous, est un plus. Ça ne marche pas toujours. Par exemple là, voilà, il faut vraiment, on retrouve Robert Capa, on retrouve la guerre d'Espagne. Il faut vraiment beaucoup d'imagination pour se dire que là, par contre, il a réglé la vitesse de l'obturateur de manière qu'il n'y ait pas de flou. Il n'y a pas de flou de bouger, donc les gens sont parfaitement nets, mais ça ne se peut pas, on ne peut pas tenir comme ça. Donc à nouveau, c'est une contre-plongée. Robert Capa se cache, alors on ne sait pas pourquoi, pour se protéger des balles, on imagine quelque chose de dangereux. Mais en même temps, là, alors on sait qu'ils vont perdre. On se dit, bon, c'est l'instabilité, c'est la promesse de la défaite. On est obligé vraiment de surinterpréter pour justifier ce détail technique qui en fait écarte la photographie de la vie de tous les jours. Voilà. Tandis que quand on voit
Donc là, je ne sais plus où c'est, je ne sais plus dans quelle guerre c'est. Je l'ai pourtant. Ah oui, en 1941, le front de l'Est en 1941. Là, comme il y a le flou, on se dit, bon, évidemment, ils sont en train de se faire tirer dessus, le photographe est embusqué dans une tranchée, et le flou ici sert à quelque chose. Le nec plus ultra, bien sûr, c'est quand on mélange les deux paramètres techniques, le flou et le décadrage. Voici encore une photo qui a fait le tour du monde, une photo de Raymond Depardon pour le magazine allemand Le Stern. Voilà, un milicien pendant la guerre du Liban. Donc, on est à Beyrouth en 1978. C'est un combattant phalangiste. Et la photographie marque les esprits. Pourquoi? Donc, parce que il a peur d'un sniper. Il a peur qu'on lui tire dessus. Et il se trouve que nous sommes sur la trajectoire des snipers, vu comment l'homme tourne la tête. Nous risquons de nous faire tirer dessus. Ce n'est pas seulement lui, on est avec lui. C'est ce qu'on appelle en cinéma un over-the-shoulder shot, un plan par-dessus l'épaule, comme quand on tient un ami par l'épaule. On risque avec lui. Donc il se dépêche, sa jambe droite est floue. Et puis Raymond Depardon, évidemment, puisque lui aussi risque de se faire tirer dessus, il n'a pas le temps de faire un beau cadrage. Il y a un détail de plus, c'est un peu technique, je m'en excuse, j'arrêterai bientôt de vous saouler avec ça. Il y a une distance focale qui n'est pas celle de notre œil. Vous voyez la taille de son coude? Son coude est aussi gros que sa tête. Bon, dans la vie courante, évidemment, ça ne marcherait pas. Mais comme la distance focale est courte, ça occasionne une déformation. Voilà. Et cette déformation-là, elle ajoute bien sûr au caractère exceptionnel de cet instant et à la proximité. Parce que quand on s'approche de tout près, nous, c'est pas qu'on voit le coude trop gros, c'est qu'on le voit flou et déformé aussi. Donc on a le sentiment d'être avec lui et de courir avec lui pour éviter la balle. Voilà, donc de tout temps, les photographes de guerre aussi utilisent les changements de distance focale. Vous voyez, ici on arrive au conflit actuel entre l'Ukraine et la Russie. Vous voyez le char ukrainien en bas à gauche, il est filmé avec une distance focale courte, tandis que le char en haut à droite, il est filmé avec une distance focale longue. Vous voyez bien qu'en bas à gauche, le canon du char devient de plus en plus gros et démesuré, c'est pas comme ça dans la vie. Tandis que là-haut, il est filmé comme une Formule 1, c'est-à-dire que si c'était du cinéma, on aurait l'impression qu'il fait du surplace, alors que c'est pas vrai. Donc l'impression est complètement différente. On a une impression de puissance en bas à gauche, qui n'est pas... on a plutôt une impression de quelque chose de lointain, comme ça, d'inapprochable, dans celle qui est en haut à droite. Donc, un enjeu, c'est la photo qui non seulement nous propose un miroir, mais nous fait entrer à l'intérieur d'un monde. Regardez le cadrage de ces deux photographies. Donc, en haut à gauche, c'est la guerre d'Irak. En bas à droite, c'est Iwo Jima, pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez, elles sont toutes les deux à peu près cadrées de la même façon. C'est-à-dire qu'au premier plan, on a quelqu'un de flou, et à l'arrière-plan, c'est net. Bon. Dans la vie courante, c'est comme ça aussi, à une condition, c'est qu'on fixe notre attention plutôt sur ce qui est loin de nous que sur ce qui est proche. Et pourquoi ça cadre bien avec la photographie de guerre, ça? Parce que l'ennemi est lointain, surtout dans les guerres modernes. Une guerre avec l'épée et la massue, non. L'ennemi, quand vous le voyez, il est tout près. Mais de nos jours, non. Et on voit bien que ces gens qui débarquent à Iwo Jima, bien sûr, ils ont peur de ce qu'il y a derrière le premier petit talus, là. Donc le fait de
faire la mise au point sur ce qui est lointain, évidemment, nous fait participer un peu. Même chose ici dans une photo ultra rare. Il y a très très peu de photographies de la Première Guerre mondiale qui sont comme celle-ci là. Voilà, donc ce sont des soldats écossais à Arras en 1917. Voilà. On sait bien, nous, parce qu'on bien sûr, on a lu des choses sur la Première Guerre mondiale, on sait bien que dès qu'ils vont sortir de la tranchée, ils vont être exposés au feu. Voilà. Et on le sait d'autant mieux que le premier casque devant nous est flou. Ça veut dire que l'attention du photographe, et la nôtre aussi donc, est concentrée sur, voilà, sur ce qui se passe derrière les barbelés, dès qu'on sortira de la tranchée. Voilà. Donc ouais, certaines fois, la photographie ressemble à l'œil, mais sans tout un travail de réflexion ou de reconstitution, ça ne fonctionne pas. Deux derniers petits exemples techniques. Regardez celle-ci, là. La guerre d'Irak, voilà. Et là, la distance focale est gigantesque, comme pour filmer une célébrité. C'est un accessoire de paparazzi, ça, que les grandes agences de photographie refusent. Hein. C'est filmé au téléobjectif. En même temps, c'est moins terrible comme ça. On sent bien qu'ils sont au moins à 50 mètres de nous. On ne se permettrait pas d'aller près d'eux. On ne se permettrait pas d'interférer avec l'expression de leur chagrin. C'est pas possible, ce serait inhumain. Donc il y a quand même un tout petit peu de compassion dans ce choix technique, on va dire. Dernier petit détail technique, tout bête, hein, mais intéressant aussi, le contraste. Le contraste, alors là, ce n'est pas une photographie de reportage, c'est une œuvre d'art de Christian Boltanski, qui représente tout ce qui reste de lycéens viennois déportés, exterminés dans les camps. Et sur l'album du lycée, Christian Boltanski a agrandi leur visage. Et au lieu de respecter au mieux les détails de leur physionomie, il a saboté sciemment finalement le rendu, la résolution de la photographie pour les rendre flous, presque non reconnaissables. Parce que ce n'est pas la photographie de ces étudiants, c'est une réflexion bien sûr sur l'oubli. Voilà. Ils ont disparu, il ne reste même pas de traces de leur extermination. On a de fortes présomptions de leur disparition à tel endroit, mais pas de preuves matérielles. Et bien sûr, c'est très difficile, de plus en plus difficile à mesure que le temps passe, de se souvenir d'eux. Voilà pour la technique. Le point suivant, croire n'est pas savoir, évidemment. Hein, bon. Et à notre époque de fake news, d'intelligence avec toutes les guillemets que vous voulez, artificielle, cette fois sans guillemets, bien sûr, il faut se méfier. Hein. Les massacres d'ecclésiastiques pendant la commune, les exécutions de prêtres pendant la commune, tout ça évidemment c'est du bidonnage, c'est du trucage. Évidemment c'est pas Photoshop, et quand on regarde, on dit oui, bon c'est pas très bien fait. Et alors, peut-être que dans un siècle, les gens qui regarderont les photographies que nous croyons en regardant des actualités sur Internet, ils disent oh là là, c'est mal fait, on voit tout de suite que c'est un fake. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, voilà, aussi vieille que la photographie de guerre, il y a le trucage. Regardez ici, pendant la guerre de sécession, vous connaissez peut-être ce célèbre portrait donc du général Grant par Mathieu Brady en 1864. Fake. Voilà. Hein, il a pris 3 photos différentes. Le visage du général, un tartempion sur son cheval et puis un camp derrière et crac. Encore mieux. Voilà. Pas mal, hein. Toujours Mathieu Brady.
Alors, ce qui est sympathique, c'est qu'il a pris donc le corps d'un des ennemis de Lincoln, qui était John P. Calhoun, et crac, il a collé la tête de Lincoln sur ce corps qui était plus élégant que celui de Lincoln. Et bien sûr, je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler tous les méfaits photographiques, parmi d'autres méfaits bien plus graves, du régime stalinien, avec les gens qui disparaissent au hasard, des disparitions réelles. C'est un peu comme... c'est l'inverse du portrait de Dorian Gray, si vous voulez. Hop. Il y a mieux, encore. Là, on passe de 4 à 3, mais ça joue petit. Là, c'est mieux. Crac. 5, 4, 3, 2. Oh. Bon. Voilà. On en rit, mais évidemment, c'est absolument tragique. Le régime hitlérien faisait à peine mieux. Vous voyez cette petite visite dans la villa toute nouvelle dans la banlieue de Berlin que venait de s'offrir la cinéaste officielle du Reich, Leni Riefenstahl. Il y a tout un aréopage de personnes, dont la sœur de Riefenstahl, son mari, Adolf Hitler, Joseph Goebbels. Mais en fait, celle de gauche en haut est beaucoup plus difficile à voir que celle de droite en bas, qui est la photo officielle. Joseph Goebbels a disparu pour supprimer les rumeurs de liaison entre lui et Leni. Voilà. Bien sûr que ça existe encore maintenant. Peut-être pas partout, je ne sais pas. Je ne vais pas faire le policier. D'ailleurs, je n'en ai pas les moyens. Vous vous rendez compte, les enquêtes qu'il faut, c'est un métier. Mais regardez en Iran, par exemple, quand le missile ne part pas, on le fait partir quand même. Allez, voilà. Alors, revenons un instant dans les galeries d'art. Il y a un couple d'artistes suisses très, très provocateurs, Cortis et Sondeguer, qui ont fait une série de photographies et installations qui s'appelle Icônes. Alors regarde, ils ont pris des photos iconiques du XXe siècle et ils les ont reconstituées en photo. Ils n'ont pas reconstitué la scène en photo, mais la photographie en studio. Vous voyez l'ambiguïté de la chose. Donc là, vous reconnaissez sans doute les tortures dans la prison d'Abu Ghraib, les tortures perpétrées par la CIA, entre autres, dans la prison d'Abu Ghraib. Ensuite, le Tankman, donc, place Tiananmen, pendant le printemps de Pékin. Et vous voyez ces artistes suisses, là, pour bien nous faire comprendre que ce sont des maquettes de chars, des petits soldats. Ils laissent les boîtes, ils laissent les emballages. Plus risqué encore, ils refont le 11 septembre avec du coton noirci. Et la cerise sur le gâteau, Nec plus ultra, est encore plus risqué. Ils nous refont tout bonnement le monstre du Loch Ness, dont à peu près tout le monde sait que c'est un fake. C'est une photographie prise en 1934. Quelqu'un qui a voulu faire une blague parce que les gens étaient si impressionnés, enfin les Britanniques étaient si impressionnés par le film King Kong, qui commençait à avoir des dinosaures un peu partout. Alors, hop, voilà. Donc, vous voyez, c'est... D'une part, ils ont raison, ils font exactement la même chose que moi ce soir, mais ils sont beaucoup plus provocateurs. Mais non, mais ne croyez jamais les images. Voilà. Servez-vous d'elles, pas de souci. Réfléchissez avec elles, très bien, mais ne les croyez jamais. Voilà. Alors, évidemment, c'est très très gonflé, puisque, par exemple, pour le 11 septembre, vous savez bien que toutes ces théories complotistes qui prétendent ci et ça, donc c'est vraiment du nanan pour les complotistes. Bon, c'est le risque à prendre. Soyons clairs, depuis que la conférence a commencé, j'en dis bien plus que ce que disent les photographies. Je donne des titres, je donne des noms, j'utilise des connaissances qui se trouvent hors champ.
On demande souvent à la photographie de dire des choses qu'elle ne peut pas dire. Cet instantané qu'elle nous livre d'une scène souvent complexe, il est tout rikiki par rapport à la richesse de la réalité, des forces qui s'exercent. Bon, certains et certaines d'entre vous ont sans doute vu le biopic consacré à Lee Miller. Cette photographie, sans son hors-champ, ne vaut pas grand-chose. Pas très intéressante. Et aussitôt qu'on vous a dit ce que c'était, waouh, cette photographie devient magique. Hein. C'est Lee Miller qui se baigne dans la baignoire personnelle du Führer. Ah, alors là, tout à coup, on dit waouh, voilà, ça change tout. Hein. Donc on se dit que on apprécie quoi l'ironie méchante du fait qu'elle a fait exprès de marcher sur le tapis de bain tout blanc avec ses boots sales. Elle a sans doute fait exprès de placer le portrait du Führer, de placer la sculpture façon Arno Breker sur la tablette à droite. Et puis l'idée de génie, hein, vous l'avez tous peut-être, tous et toutes remarqué, c'est le cordon de la douche, hein, puisque le cordon de la bouche mime une sorte de pendaison, comme ça, hein, c'est waouh. C'est impressionnant, mais c'est impressionnant parce que je vous ai dit que c'était la baignoire du Führer. La photographie, toute seule, elle ne peut pas le dire. C'est ça qui... Voilà. On lui demande beaucoup, mais elle ne peut pas faire grand-chose à elle seule. Cette photographie ne prend sa valeur, même la petite moue, elle ne prend toute sa complexité, son regard qui parle, hein, ça devient parlant, intéressant, fascinant, ça nous fait réfléchir, seulement parce qu'on sait qu'on est dans Berlin bombardé, dans la résidence d'été du Führer. Seulement parce qu'on sait ça. Sinon, c'est juste une photo un peu, bon, bien sûr, un peu étonnante, mais sans plus, quoi. Et puis, Lee Miller a commencé comme modèle, comme mannequin, donc bien sûr qu'elle est photogénique. Une autre photo célèbre, peut-être plus célèbre en France que la précédente, à nouveau Robert Capa, donc le 16 août 1944, la tondue de Chartres. Voilà. Une photo horrible, bien sûr. C'est pas la photo qui est horrible, bien sûr, c'est la scène. Voilà. On l'a tondue, on l'humilie, on se moque d'elle. Il y a même des enfants qui suivent le cortège et elle tient son bébé dans les bras. Voilà. Alors on s'est dit, mais quand même, pour cause de collaboration horizontale, comme il était coutume de le dire à l'époque, comment peut-on regarder avec une pareille satisfaction une femme humiliée à ce point-là qui tient son bébé dans ses bras? Voilà. Ça, c'est le chant. Mais le hors-champ, c'est que cette dame n'a pas fait que ça. C'est pas une histoire d'amour. Voilà. Elle était membre d'un parti collaborationniste et elle a dénoncé ses voisins. Qui ne sont pas revenus des camps. Donc, alors c'est pas pour pardonner à ces gens, évidemment, hein, mais ce hors-champ, là, cette information, change notre regard sur la photo, évidemment. Hein. Même chose ici. Une des photographies connues pour avoir hâté la fin de la guerre du Vietnam. Une photographie fameuse d'Eddie Adams en 1968. Celui qui tient le revolver, c'est un général Viet Cong. C'est le général Lohan.
Et non, c'est pas un Viet Cong. Il exécute un prisonnier Viet Cong. Et donc c'est un général qui est donc soutenu par l'armée américaine. Il exécute un prisonnier Viet Cong qui a les mains liées derrière le dos. Et les spectateurs, parce que la scène a été filmée en plus d'être photographiée, les spectateurs américains découvrent horrifiés la réalité. Comment les États-Unis, comment notre pays peut-il soutenir quelqu'un qui est capable de faire une chose pareille ? C'est-à-dire exécuter avec ce qui semble être placidité, sang-froid, détachement, voire nonchalance. Et puis il faut voir l'état de son costume, vous savez, son uniforme, comme il est sale. Qu'est-ce que c'est que cette... Bon. Et là encore, il faut du hors-champ. Alors, beaucoup d'autres artistes qui utilisent cette photographie ne connaissent pas vraiment le hors-champ. Par exemple, dans le film de Woody Allen, Stardust Memories, en 1980, qui est quasiment un film autobiographique, Woody Allen qui interprète un riche comique de télévision pour se rappeler que la vie est dure, vous voyez. Dans la cuisine, il a fait installer une reproduction agrandie de la photographie. Amnesty International s'en est servi pour des campagnes. Claude Moller a fait une affiche pour protester contre le fait que maintenant, c'est plus possible d'avoir des photographies de guerre à peu près objectives. Et l'artiste Pavel Maria-Smekal, dans sa série Fatescapes, a fait carrément disparaître les protagonistes. Mais en fait, quel est le hors-champ ? Le général Lohan est fou furieux. Simplement, les gens qui sont furieux ne le montrent pas tous de la même manière. Il y a des colères froides. Et puis, dans toutes les parties du monde, on ne montre pas exactement la colère avec les mêmes mimiques. C'est un peu ethnocentriste de dire que cet homme est froid. En fait, il est fou de rage. L'homme que vous voyez ligoté, là, vient de faire irruption dans une maison où logent les sous-officiers d'une des garnisons du général, et il a non seulement descendu à la mitraillette, quelques sous-officiers, mais aussi certaines de leurs femmes et certains de leurs enfants. Voilà. Donc le général vient de voir ça, il dit bon allez, voilà, on discutera plus tard. J'appuie d'abord sur la gâchette. Bon. Cette histoire a mis longtemps à être connue. On n'a pas voulu écouter Eddie Adams, qui a passé les années suivantes à essayer d'expliquer à tout le monde, aux médias, aux journalistes, aux gens, l'histoire de ce général. Ce général, après la chute de Saïgon, s'est réfugié aux États-Unis. Il était un peu désespéré, il a essayé d'ouvrir un restaurant vietnamien. Chaque fois, on le reconnaissait, sa vitrine était descendue ou graffitée. Il changeait de ville, on le reconnaissait à nouveau. Eddie Adams a été jusqu'à lui donner de l'argent pour qu'il se refasse. Finalement, il est mort prématurément. Et cette histoire, il faut vraiment gratter pour la trouver. Voilà. Donc, méfiance. Comment croire une photo ? C'est pas possible, ne faites jamais ça. Voilà. Là, si je vous dis Liban, Beyrouth, il manque quelque chose, il manque le hors-champ. Voilà, donc ça c'est une installation. C'est une installation de qui ? J'ai oublié le nom, évidemment. Enfin, peu importe, d'un artiste américain que je connais bien en plus, évidemment, mais j'ai un trou de mémoire. C'est ce qui arrive à force de montrer des choses affreuses. Elles finissent par vous griller quelques neurones. Ah oui, bien sûr. Bon, bref. Ah non, c'est Errol Morris, bien sûr. Fameux réalisateur américain. Voilà. En fait, c'est
On est à Tyr, dans le Liban Sud, le lundi 7 août 2006. C'est des tirs aériens depuis Israël. Et selon la légende qu'on donne à la photo, évidemment, notre perception va être différente. Bon. Alors, c'est pas seulement une question de hors-champ, c'est aussi une question de réaction à la violence. Voilà. Vous voyez, tout à l'heure, j'étais un peu ému, je me suis fait avoir, quoi, évidemment, par la photographie, ça arrive, hein, avec les films aussi. On est plus ou moins sensible à un certain moment de la vie aussi, selon ce qui nous arrive, surtout selon nos idées politiques, selon nos croyances religieuses, selon que vous estimez que la personne qui est mal en point sur la photo, est-ce qu'elle mérite ce qui lui arrive ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est une réparation ? Ou est-ce que c'est le spectacle d'une injustice ? Voilà. Et non seulement on n'est pas égaux devant la violence en direct, donc devant sa vision directe, mais on n'est pas égaux devant sa vision fictionnelle. Il y a des personnes qui ne pleurent jamais devant les films les plus affreux, les plus tristes, et d'autres qui vont pleurer davantage devant le film que devant une chose affreuse qui se déroule sous leurs yeux pour de bon. De même pour les documentaires. Voilà. Ça dépend de la sensibilité personnelle. Nous ne sommes pas tous égaux devant les images, hein, je ne cesse de le répéter. Alors évidemment, dans l'histoire même des civilisations, il y a eu des périodes bien pires que celle-ci. Hein. Dans les jeux du cirque, dont vous pouvez voir la description dans les lettres de Lucilius, à Lucilius de Sénèque, il se passait des choses terribles. Ils reconstituaient des grands mythes. Par exemple, ils attachaient des ailes pour reconstituer le mythe d'Icare. Et il lâchait des condamnés de tours de bois de 40 mètres. Évidemment, les gens se fracassaient sur le sol, les spectateurs applaudissaient. Bon. Vous savez très bien que la religion catholique a fait grand usage de toutes sortes de supplices. Hein. Vous voyez, le supplice de Saint-Érasme, à gauche, on lui enroule les intestins autour d'un cabestan, vous voyez. À droite, le martyr de Saint-Liévin, on lui arrache la langue. Bon, alors si c'est votre religion, ou même si c'est pas votre religion, on dit, bah quand même, c'est un peu raide de leur infliger ça simplement pour avoir professé des croyances. Évidemment, votre vision, si vous pensez ça, est complètement influencée. Bon, pour revenir à ce qui nous préoccupe. Ah oui, c'est une photographie, bon, on ne connaît pas le photographe, mais elle se trouve dans un rapport, donc c'est le ghetto de Varsovie, en mai 1943, c'est un rapport du SS Jürgen Stroop, et alors il a pris la peine de taper à la machine sa propre légende du cliché, et qu'est-ce qu'il a tapé ? Il a tapé « forcés hors de leur trou ». C'est tout ce qu'il a trouvé à dire sur cette photo. Bon, c'est clair, cet homme était un psychopathe. Seul un psychopathe peut, c'est-à-dire quelqu'un qui n'arrive pas à se mettre à la place des autres. C'est là, comme dans le célèbre passage de Si c'est un homme de Primo Levi. Primo Levi regarde le docteur, l'un des docteurs d'Auschwitz, le docteur Panwitz. Docteur Panwitz le regarde et Primo Levi comprend qu'il est cuit parce que les yeux du docteur Panwitz ne regardent pas un être humain. Voilà. Primo Levi dit, j'avais l'impression d'être un poisson. Bon, c'est pas grave, c'est une poisson meurt. Bon, voilà. Alors évidemment, si je vous montre ça, et juste après je vous montre ça, voilà, vous avez beaucoup moins de compassion pour le soldat allemand qui fait le même geste que pour le gamin. Comment le gamin aurait-il pu mériter une chose pareille ? Comment un gamin dans le monde peut-il mériter d'être menacé voilà. Alors, ce qui complique le problème, comme si ce n'était pas assez compliqué comme ça, c'est quand même que devant une photographie, on se demande toujours, nous, c'est pour de bon ou c'est pas pour de bon ? Voilà. Là, par exemple. Il n'y a rien de plus facile. Hein,
Vous prenez des combattants désœuvrés, vous leur donnez quelques billets de banque, vous mettez ça en scène. Voilà. C'est vrai ou c'est faux? À chaque fois, on se dit ça. Là, il faut vraiment être pervers pour se demander ça. Mais là, bon. Alors ça, évidemment, ça complique l'affaire. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est il ne faut pas se poser cette question-là. Voilà. Là, je ne me la pose pas, moi. Voilà. Tant pis, que ça soit vrai ou pas, cette photo est suffisamment riche, quoi. Il y a les barbelés, il y a ce regard-là de ce soldat allemand qui est très jeune. Sûrement la Wehrmacht a fini par recruter moins de 18 ans, quoi. Bon, il se passe quelque chose. Bon. Alors, quelquefois, on a la preuve. C'est pas fréquent, mais par exemple, quand Leonardo Henriksen, qui est photoreporter argentin, il vient au Chili en apprenant qu'il y a un coup d'État en 1973. Il vient avec sa petite caméra 16 mm et il filme le coup d'État, donc qui va, avec la complicité de la CIA, donc qui va destituer Allende et qui va mettre Pinochet au pouvoir. Les militaires qui sont de l'autre côté de la rue le voient. Il y en a un qui épaule et qui tire. Et Leonardo Henriksen est tué sur le coup. Voilà. Vous pouvez voir la scène sur Internet, si vous êtes friand d'horreur. Filmé, ça circule. Voilà. Donc évidemment, vous allez me dire, oui, mais ils ont traversé, ils ont cassé la caméra. Oui. Mais dans ces caméras 16 mm là, il y a un double chargeur. Et le soldat qui a arraché le capot a détaché la bobine et brûlé la bobine. Il a brûlé une bobine vierge. Il n'a pas vu qu'il y avait une deuxième bobine. Voilà. Alors, je sais bien que ça change beaucoup de choses, mais on ne devrait pas céder à cette pulsion un peu malsaine, comme ça, de faire une grosse différence entre les choses qui se passent pour de bon et les autres. Là, par exemple, vous voyez, cette photo a l'air bien innocente. C'est Robert Capa, une fois de plus. Donc, on est avec un escadron de bombardiers de l'US Air Force à Charleston, au nord de Londres. Aussitôt qu'il a appuyé sur l'objectif, sur son déclencheur, Robert Capa voit arriver le plus grand, vous voyez celui qui a la main dans la poche, là, qui est juste au centre de la photo, qui arrive et bang, qui le boxe. Ils ont passé les 2 ou 3 nuits précédentes à jouer au poker, en buvant du whisky, à sympathiser, etc. Et ce matin-là, sur les 24 avions partis, il n'y en a que 17 qui sont entrés, donc ça veut dire 7 équipages complets morts, et celui-là a eu très chaud, vous voyez l'état des ailes. C'est pour de vrai, donc. Voilà. Et Robert Capa, c'est pour de vrai, parce que crac. Voilà. Mais les ennuis ne sont pas finis. À peine il se remet du coup de poing qu'il est alpagué par l'état-major, convoqué, etc. Ces photographies révèlent le tout nouveau viseur du bombardier et l'endroit où se place le viseur, etc. L'état-major refuse que ces photographies soient publiées. Robert Capa dit, mais c'est impossible, je viens de filer la bobine à un coursier, là. Et donc, il y a eu la destruction de 400 000 exemplaires de l'Illustrated, l'hebdomadaire pour lequel travaillait Robert Capa, parce que ces photos avaient dit le vrai. Une fois de plus, c'était pour de vrai. Bien sûr que ça arrive. Bien sûr que c'est difficile d'avoir un regard différent. Je sais bien que ce n'est pas la même chose. Là, quand vous regardez les plus belles années de notre vie, de William Wyler, en haut à gauche, il n'y avait pas d'image de synthèse à l'époque, c'était juste après la Seconde Guerre mondiale. Vous savez que vous voyez un vrai mutilé de guerre. Et quand vous regardez Marion Cotillard,
qui s'est fait manger les 2 jambes par un orque dans De rouillé d'eau de Jacques Audiard. Vous savez bien que l'actrice a encore ses 2 jambes. Dans un monde parfait, on aurait la même paire de lunettes pour regarder ces 2 photos-là. Je sais bien que c'est pas possible. Voilà. On n'arrête pas de se dire, en regardant le film de William Wyler, et regardez la subtilité du décorateur derrière, vous avez vu? Une arme dans un sens, une arme dans l'autre sens. Voilà. Quand on va à la guerre, on tue et on se fait tuer. Pas mal, hein? C'est juste un détail. Donc voilà, hein, je reviens à cette photographie que je vous ai montrée tout à l'heure. Normalement, ça devrait être la même chose. Je me demande pourquoi d'ailleurs les gens du film n'ont pas cochonné le petit tapis blanc. Pour moi, c'est ce qui fait le sel de la photo quand même. Donc c'est pas une question de compétence de l'actrice, hein, évidemment. Kate Winslet est merveilleuse comme d'habitude, hein, mais là, bizarre. Et ça, par exemple. Allez, je mets un carré noir parce que c'est insupportable. Voilà. Parce que moi, je sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai parce que j'ai lu la légende. Voilà, donc je vais vous les montrer 2 secondes, c'est assez. Voilà. Si vous la retrouvez, vous la retrouverez. C'est une photographie Magnum, donc qui se trouve dans un somptueux album. Vraiment un cadeau de Noël, quoi. Magnum Degré. L'agence Magnum est la plus célèbre agence photographique du monde, la plus chic, la plus respectueuse. Imaginez les autres. Hein. Et la légende, c'est Biljana Jerović, blessé par un éclat d'obus, Sarajevo 1992. Bon. Dans l'avant-propos de ce somptueux livre, le rédacteur en chef nous explique que oui, certaines photos de cet album, parce que c'est un album qui mélange tous les types de photos. Il y a des mannequins, des pin-up, il y a tout ce que vous voulez, des photographies du quotidien et des photographies horribles. Ces photographies sont dures à regarder, d'autres aussi sont dures à regarder, mais elles nous renseignent sur l'horreur de la guerre. Non mais, vraiment? On a vraiment besoin de ça? Cette jeune femme-là a le coude en bouillie, son petit chien est mort juste devant elle. Qu'est-ce que ça nous apporte de regarder ça? Honnêtement. Sur quoi ça nous renseigne? Certainement pas sur la complexité de la guerre en ex-Yougoslavie. Si vous voulez vous renseigner sur la manière et les causes de la guerre en ex-Yougoslavie, il faut vraiment se retrousser les manches. Internet ne vous y aidera pas. Il va falloir lire des bouquins sérieux, comparer les versions. Il y en a pour 15 jours de travail. Moi, certainement pas cette photographie-là. Et puis ça nous place dans une situation un petit peu gênante. Je vous ai dit tout au début de la conférence que dans les photos qui sont bien prises, et forcément une photo Magnum, hein, c'est le dessus du panier, elle est bien prise, donc on est avec le photographe. Vous avez vu, il est à genoux devant elle. Bon, alors il parle serbe ou croate, je ne sais même pas à quelle communauté appartient cette malheureuse. Il lui a parlé. Et qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce que c'est que ce type qui a les mains dans les poches juste derrière elle là? On dirait que ce garçon est tellement blasé. Il y a des bombardements tous les jours dans le quartier ou... Bon. Il lui a demandé s'il pouvait prendre la photo. Vous croyez que quand vous avez le coude embouilli et que votre petit chien est mort, vous croyez que vous avez les moyens mentaux de dire « Oh oui, allez-y, shootez-moi ». Non mais... Ça me dépasse, moi. Bon, c'est mon opinion personnelle. Hein. Vous pouvez dire que cette photographie témoigne de l'horreur de la guerre, mais je pense que la littérature fait mieux. Roland Barthes disait « Écrite, la merde ne sent pas ». Il n'avait pas tort. C'était dans un texte où il défendait le marquis de Sade. Là, je trouve que c'est pas possible. Mais il y a pire. Hein. S'il y a des pervers, des perverses dans la salle, attention... Hop, hop, je cache aussi parce que c'est encore plus insupportable. Hein. Cette petite fille est en train de mourir, elle n'a plus que 2 heures à vivre. On ne peut pas la sauver. Il n'y a pas d'argent. Il y a une quarantaine de reporters autour d'elle.
il la mitraille, il l'interviewe, mais elle a les jambes coincées. Et il faudrait un palan pour la tirer de là. Le palan ne peut être porté que par un hélicoptère double pale. Tous les journalistes sont venus avec des hélicoptères simple pale. Mais donc on est en Colombie là, d'accord, c'est pas la guerre, mais je trouvais que l'exemple était tellement parlant que j'ai quand même mis cette photo à la conférence. On est donc à Armero en Colombie en 1985. Voilà. Et c'est juste insupportable. Alors que, exactement la même situation, c'est-à-dire des journalistes qui abusent en photographiant quelqu'un qui est coincé en attendant qu'un palan vienne soulever ses jambes, 30 ans plus tôt, a été filmé par Billy Wilder dans un film qui s'appelle Le Gouffre aux Chimères. Mais moi, je peux regarder Le Gouffre aux Chimères 3 fois de suite, je peux contempler des heures ce truc-là, parce que je sais bien que ce comédien a été maquillé, qu'on lui a demandé « Ah, tu souffres, tu fais semblant. » Très bien. Et surtout, ce qui manque à l'horrible photographie précédente, c'est le contre-champ. Là, ça m'aide d'avoir le regard de Kirk Douglas dans le rôle du reporter. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Alors au début, wow, j'ai le super scoop, ça va faire le tour du monde. Bien sûr, la photo de la petite fille a fait le tour du monde. Et alors? Et à la fin du film, ça s'aperçoit lui-même que c'est un salaud, c'est tout. Voilà, il n'y a pas 36 moyens de le dire. Hein. Au lieu d'essayer pierre par pierre de soulever quelque chose, même si on sait que ça ne sert à rien, mais voilà, par respect pour soi-même. Voilà. Et ça, bien sûr qu'on peut regarder des heures parce qu'on sait que ce n'est pas vrai. Donc évidemment, ça pose la question de la position morale. D'ailleurs, il y a beaucoup de photographes de guerre qui craquent. Voilà. Là, il n'en peut plus. Il ne fera plus jamais de photographie de guerre, certainement peut-être plus jamais de photographie de toute sa vie. Voilà. Donc ici, on est à Khan Sheikhan en Syrie en avril 2017. C'est Abd al-Qader. Voilà. Attentat suicide, 126 morts, dont 68 enfants. Vous voyez d'ailleurs une main dans le bord cadre à gauche. Là. On ne peut plus. Voilà. Mais il y en a d'autres, ça ne gêne pas. Bon. La superstar qui est décédé récemment de la photographie, Sébastien Salgado, ça ne le gêne pas. Hein. Il dit, ah bah tiens, tu vas te mettre là, je vais mettre un arbre derrière toi, ça sera plus joli comme ça. Quand même, hein. Vous voyez, vous, faire ça? Peut-être qu'il lui explique, mais alors c'est fantastique, ces photographes qui parlent toutes les langues de la Terre. Je sais pas. Ouais. Dès que vous avez le contre-champ, vous êtes mal à l'aise. Ouais. Il y a une forme de prédation. Voilà. Une fois de plus, qu'est-ce que ça nous apporte? Alors, les causes de cette... alors c'est quoi? Maladie, famine, guerre, détournement des subventions, des fonds publics. Qu'est-ce qui se passe exactement? Oh, c'est compliqué, il faut se retrousser les manches. Il n'y a pas de place dans les journaux pour parler de ça. Puis c'est loin. Voilà. Tandis qu'une bonne photographie d'enfant squelettique, allez, ou sanguinolent comme ça. Alors là, c'était déjà à Gaza. Mais en 2008, 27 décembre 2008, Gaza, hôpital de Shifa. Je sais pas, moi je me demande toujours s'ils ont discuté. C'est certainement pas un gamin ou une gamine qui peut donner son autorisation. Ça va là. C'est la personne qui la tient dans ses bras qui dit oui, oui, allez-y. Qu'est-ce que ça nous apporte? Et ça, là, 15 ans, photographié, prise par erreur pour une pieuse, alors qu'elle était partie chez elle pour récupérer. Et vous savez ce qu'elle récupère? Regardez ce détail horrible. Pas des choses précieuses, pas sa poupée chérie ou je ne sais quoi. Elle récupère des photographies. Quelle ironie. Hein. Allez hop.
Tous les prédateurs sont... Je te filme le cadavre. Là, cette fois, c'est... ça s'appelait Fabienne Charisma. 19 janvier 2010, Port-au-Prince. Ouais. Là, c'est pareil, encore une photographie qui est réputée, mais vraiment avec toutes les guillemets du monde, avoir accéléré la fin de la guerre du Vietnam. Hein. Vous la connaissez sans doute. Hein. C'est Kim Phuc, cette malheureuse petite fille photographiée par Nick Hutt le 8 juin 1972. Bombardement au napalm du village de Trang. Alors c'est devenu une sorte d'icône. Elle a été populaire. Vous voyez aussi le photographe officiel impassible de l'US Army à droite. Bon. C'est devenu une icône. Elle a été immortalisée par l'artiste bien connu, mais toujours masqué, Banksy. Voilà, dans un tableau très célèbre et très cher. Elle a été aussi retrouvée. Les survivants ont été refotographiés 35 ans plus tard par Anne Bayen. Voilà. Mais il y a pire, hein, sur le napalm. Richard Avedon, qui est donc l'un des plus célèbres photographes de mode du XXe siècle, il s'est rendu à Saigon en 1971 avec tout son attirail et il a fait des photographies de victimes du napalm avec le matériel dont il se servait pour ses photographies de célébrités ou de top modèles. Voilà. Ma foi, si vous voulez la voir, il n'est pas question que j'enlève le carré. Si vous voulez la voir, vous taperez Richard Avedon, 1971, napalm. Vous la regarderez. Pas besoin de ça. Voilà. C'est bien que quelqu'un qui est grièvement brûlé. Voilà. Alors, il y a la tentation de l'esthétisation qui peut être une arme à double tranchant. Dans l'art classique, c'est une bonne chose. Hein. Il y a quelque chose qui s'appelle la querelle du Laocoon. 70 ans avant la photographie quand même, hein, c'est pas mal. Laocoon, vous le savez ou pas, c'est ce prêtre qui a voulu prévenir les Troyens que dans le cheval, finalement, c'était peut-être pas une bonne idée de le faire entrer dans la ville, ça cachait peut-être un piège. Et pour le faire taire, Neptune a envoyé des serpents géants qui ont tué ses fils sous ses yeux. Et à partir de cette fameuse querelle du Laocoon, en 1766, des philosophes, essentiellement en France et en Allemagne, soutenus plus tard par des gens comme Chateaubriand, se sont dit, bon, la vraie recette en art, quand vous parlez de choses violentes, c'est ça. Regardez, ça c'est un père qui est en train de voir mourir ses fils. Regardez la distinction, la noblesse de ce regard-là. Voilà. Là, il prouve que l'homme est supérieur au Dieu. Neptune a bassement triché. Neptune est à des lieues en dessous de quelqu'un qui est capable d'une dignité pareille. Voilà. Alors il y a des photographes qui courent après ça avec plus ou moins de réussite. En général, personnellement, je ne suis pas très chaud. Cette fameuse Madone du Kosovo, déjà son titre, ça commence très mal parce que en fait, ce sont des musulmans sunnites. Donc Madone, bon. Et donc, pareil, couverte de prix, Georges Mérillon, superstar, c'est le photographe. Et là aussi, j'aime bien, là-dedans, bien sûr, cette jeune femme à droite. Cette femme à droite, il met bande de salauds, reculés. Ils sont plus de 20. Clac, 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 photographie, cinéma, télé, pap, 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 pap. Mais c'est Georges Mérillon qui décroche le pompon. Pourquoi ? À cause de l'éclairage, il avait la bonne pellicule, on croirait un tableau du Caravage, ça nous parle immédiatement, on dit « Oh, que c'est beau la douleur des autres, qu'elle est digne dans son chagrin, et tout ça. » Tellement beau que
le terrible Pascal Convert, une sorte d'artiste d'État français, en fait une sculpture d'une tonne. Regardez comme il est tout fier à côté de son machin. Pendant ce temps-là, la pauvre personne là est morte. Bon. Ou bien une autre artiste, cette fois elle est brésilienne, Marina Amaral, qui farfouille donc dans le mémorial d'Auschwitz, qui tombe sur la photographie d'une adolescente qui s'appelle Czesława Kłowka, 14 ans. Hop, et qui la trouve forcément photogénique, parce que peut-être qu'elle ressemble au canon de l'époque, et qui la colorise. À peine a-t-elle colorisé la photo, elle a transformé donc la photographie en œuvre d'art, que immédiatement ça devient un mème sur les réseaux sociaux, que tout le monde se l'arrache, que des jeunes gens qui ne pensaient qu'à la mode découvrent les camps d'extermination. Ah mon Dieu, ça s'est passé pour de bon. Ben oui. Bon. Alors, évidemment, irréprochable, puisqu'elle a contribué à dessiller. Bon. Chacun se fera son opinion. Lee Miller était plus subtil quand même, regardez, au lieu d'aller filmer des horreurs, voilà. N'empêche qu'elle aussi est sensible à la beauté, elle ne choisit pas n'importe quelle plieuse de parachute, elle choisit la plus jolie sans doute. Ou bien un détail un petit peu piquant, surréaliste, Lee Miller a été compagne de route un temps des surréalistes. Boots and Ammunition, Saint-Malo, 1944. Ou bien l'idée de faire comprendre indirectement les horreurs de la guerre sans montrer des cadavres mutilés. Voilà. La beauté d'un piano. Mais... La même chose dans le palais bombardé du Seine. Là, ça se passe... Bagdad, 12 avril 2003. Le palais de Saddam Hussein. Plus ambitieux, peut-être plus honnête, Richard Moss. Richard Moss est délégué donc dans une guerre civile en République démocratique du Congo, un conflit terrible, complètement délaissé par les médias occidentaux. Et au bout d'un moment, Richard Moss dit qu'il n'y comprend rien. Voilà. Quand sa qualité de blanc riche, voilà, il n'y comprend rien, c'est trop compliqué, et il n'arrive pas à choisir le camp, etc. Bon. Et donc, il trouve une pellicule utilisée par les militaires, une pellicule Kodak spéciale, faite pour détecter la présence des corps dans la végétation. Une pellicule utilisée par l'armée. Voilà. Et donc, il fait poser ces combattants-là, qui ont soudain l'air de mannequins qui posent en montrant voilà, des tenues, des habits, des casquettes. Et en faisant ça, il dit voilà, ce que je vous montre là, c'est pas la guerre, c'est mon regard d'occidental, qui n'a pas travaillé, c'est tout. Voilà, une guerre complexe, 5 millions de morts quand même. Bon. Et le désintérêt total des médias occidentaux. Voilà. Et on ne peut pas critiquer la violence en montrant la violence. Ça, c'est certain. Vous ne pouvez pas. Il y a toujours dans l'assistance des gens qui vont être un petit peu satisfaits de voir souffrir les autres. Vous savez, la Schadenfreude. Ça va être, il y a des gens un peu sadiques comme ça va leur faire du bien. Donc on ne peut pas leur renvoyer la balle. Vous voyez par exemple cette campagne-là qui a été faite par une ONG de Singapour, tout à fait respectable. Vous avez le titre de la photo en haut à gauche, là, Liking isn't helping. C'est pas parce que vous trouvez une photo génial cette photo, tragique, prenante, alors tac, vous allez mettre un pouce, un truc sur les réseaux sociaux, et voilà, et puis hop, passer à autre chose. Donc là non plus, on ne sait pas si c'est vrai, on s'en doute, on le soupçonne, on le craint.
Les pouces ont été ajoutés, hein, mais on craint que la photo de l'enfant ne soit vraie. Il me reste 4 minutes, c'est la conclusion. Allez, je me permets un conseil. Bon. Déjà, le titre du livre dont certaines de ces photos sont tirées, c'est Apprendre à regarder la photographie. C'est pas moi qui ai choisi le titre. L'éditeur est Flammarion. Je ne suis pas assez puissant pour choisir mes titres chez Flammarion. Le titre anglais, le livre a été d'abord écrit en anglais, hein, c'est Looking for Photograph. Voilà, juste on jette un œil, quoi. Voilà. Alors, parce qu'il y en a marre des photos horribles, je vous montre pour finir une jolie photo. Voilà, elle est archi connue, hein, c'est le baiser de l'hôtel de ville de Robert Doisneau. Tout le monde connaît ça par cœur. Françoise Delbar qui embrasse Jacques Carteau, voilà, fin des années 40. Et voilà, c'est une photo géniale pour plusieurs raisons. D'abord, elle est immédiatement habitable. Hein, vous reconnaissez la figure du over the shoulder shot. On est par-dessus l'épaule, on est à la terrasse d'un café en plein après-midi, c'est agréable. On est assis avec les autres. Et puis on regarde les amoureux s'embrasser. Vous avez vu la tête que fait le monsieur là, avec son béret. Qu'est-ce que c'est que ces jeunes qui s'embrassent, voilà. Et puis les passants qui courent, la vie qui continue, et eux qui s'embrassent. Et la position des mains est absolument fabuleuse. La position de la jeune femme, vous avez vu, elle est en contrapposto. Appuie sur une seule jambe. Waouh! Puis l'abandon dans la main droite, la main sur l'épaule. C'est difficile de faire mieux. Bon. Cette photographie reste dans les tiroirs. Personne ne s'y intéresse. Au début des années 80, elle est achetée par un éditeur qui l'édite en poster. Dans le monde entier, 500 000 exemplaires du poster sont vendus. Un tabac extraordinaire. Tout le monde veut cette photographie sur les murs. On la veut. En poster, c'est encore plus impressionnant. Tout le monde la veut. Des gens commencent à dire « Eh, mais c'est nous, là !» Ah, je me reconnais, j'avais un manteau comme ça, moi. Ah, moi, j'étais coiffé comme ça. Hop, ça commence à venir, donc, je veux de l'argent. Bah oui. Et donc, un beau jour de 1992, grand procès suivi par tous les médias français, parce que bien sûr, la photographie est devenue archi célèbre. Et là, la mort dans l'âme, Robert Doisneau arrive avec sa planche contact et son contrat. Ce jour-là, il a payé des gens pour s'embrasser un petit peu partout dans Paris. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Imaginez que tous ces médias français bien pensants, au premier rang desquels les admirateurs de la métaphysique de la trace, comme on dit, hein, c'est-à-dire des gens qui sont l'image trace, la photographie comme trace, la photographie comme masque mortuaire, tous ces fantasmes-là de la photographie pour de vrai, pour de bon, comme preuve. Il n'en manque pas en France. Hein. Donc Le Monde, Télérama, Robert Doisneau, escroc, nul, zéro, etc. Ne faites jamais ça. Ne tombez jamais. Si on vous dit c'est du faux. Mais quelle importance! De quoi est-ce la photographie? C'est là que je veux en venir. C'est pas, si vous dites oui, c'est la photographie de Françoise Delbar et Jacques Carteau, mais non, bien sûr que non. C'est la photographie de l'amour, du sentiment amoureux, de l'impériosité du sentiment amoureux. Bien sûr que c'est pas le moment. Il y a plein de monde, le trottoir est bondé, c'est une terrasse. C'est pas le moment de commencer un French kiss au milieu du trottoir. Mais oui, mais on s'aime tellement qu'on ne pouvait plus attendre, voilà. Hein? Donc la photographie est géniale pour ça, parce qu'elle ne représente pas quelque chose que le premier kidam venu peut. C'est pas une photographie d'identité, c'est la photographie d'une émotion, comme une page de roman, voilà.
Mais peu importe que ce soit des acteurs, peu importe que ce soit une image de synthèse, une peinture, ça n'a aucune importance. Du moment qu'elle vous touche et qu'elle vous fait progresser sur votre connaissance, en l'occurrence du sentiment amoureux, voilà, ou la connaissance d'une émotion complexe comme celle-là, encore un scandale. Donc elle est super connue aussi, c'est la Migrant Mother de Dorothy Lange. 1936, donc, c'est Florence Owens Thompson, elle a 32 ans, 7 enfants, chômage, plus rien à manger, c'est les suites de la Grande Dépression. Oui, alors l'image fabuleuse, à gauche, mais l'original est à droite, et quand ça se sait, scandale. Vous voyez ce qu'elle a fait, c'est pas grand-chose. Bon, alors il y a deux choses il y a le hors-champ qu'on ne peut pas deviner, c'est-à-dire qu'elle a demandé aux enfants de tourner la tête. Bon. Alors là, déjà, elle s'est fait taper sur les doigts. Et deuxième chose, regardez le pouce. Elle a effacé le pouce. Il n'y avait pas Photoshop, mais on pouvait quand même faire des choses. Elle a effacé le pouce. Vous voyez le pouce là, en bas, à droite. Elle dit, oh, ça va gêner. Ouais, tant mieux. Allez, efface tout ce que tu veux. Parce que, quel est voilà, c'est la représentation de quoi? C'est pas la représentation de cette femme, c'est la représentation d'une sorte de détresse inquiète mais digne. Enfin, c'est le sentiment qu'exprime ce visage, c'est un sentiment très complexe, très complexe. On peut le regarder très longtemps, penser à des tas de choses. Qu'est-ce que c'est de penser, mais comment je vais faire pour les nourrir? Comment je vais... Même pour me nourrir moi, mais qu'est-ce que c'est que ce monde qui permet à des choses pareilles d'exister? Vous voyez ça? Voilà. Mais ne cherchons pas le documentaire. C'est pareil depuis maintenant 90 ans, on ne cesse de faire des recherches incroyables. On appelle des médecins légistes. Est-ce qu'il est en train de mourir pour de bon ou pas? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Complètement. Pourquoi? Parce que c'est l'image de la défaite de la République contre le fascisme. Voilà. Et la défaite de la République est plus belle que la victoire du fascisme. Pourquoi? Parce que c'est de la chorégraphie. C'est beau. Regardez la main gauche. La main gauche qui désigne, voilà. Alors pour ceux qui croient à ce genre de choses, hop là, l'âme qui monte vers le ciel. Et puis c'est fabuleux. C'est beau. Bon. Et c'est encore mieux si c'est pour de faux. Parce que je n'ai pas envie de voir quelqu'un mourir. C'est un spectacle désagréable, même en représentation, même au cinéma, quand on s'est attaché au personnage ou qu'on pense que la cause est juste. Donc c'est Robert Capa, bien sûr. Encore Robert Capa. Pour finir, c'est la dernière photographie du programme. Ultra célèbre aussi, avec toute la légende, des clichés détruits, tout ça c'est bidon, mais peu importe. C'est pas une photographie du débarquement. Il n'a pas débarqué, il n'y a pas les balles qui sifflent, les obus qui explosent. Mais elle donne cette impression, c'est ça qui est beau. Parce qu'elle est floue. C'est la représentation de la peur. Voilà. En voyant ça, on dit waouh! Voilà. On se recroqueville, on se dit. Et il a fini par avoir raison, Capa, parce que maintenant, vous ne pouvez plus voir un film de guerre. D'ailleurs, Il faut sauver le soldat Ryan, le film de Steven Spielberg. Il est entièrement basé. Enfin, la scène du débarquement est entièrement basée sur cette photo-là. Et on y croit à fond. Parce que quand on a peur, on tremble. Donc on fait des photos floues. Voilà. En fait, c'est un démineur. Enfin, il y a des kilomètres de textes, d'enquêtes. Mais ça n'a aucune importance. C'est pas la peine d'enquêter. C'est bon. Tellement mieux comme ça. Voilà. Je termine par un pré-chat éhonté. Ça fait rien. Allez. Un peu d'éthique. Hop. Allez, un peu d'éthique vite fait. Hein. C'est la dernière. Vraiment la dernière, promis. Alors, soit vous faites de la photographie, soit vous n'en faites pas. Si vous faites de la photographie, moi j'en fais plus. Bon. Si vous faites de la photographie, vous regardez en haut, ça vous concerne, éthique de la création. C'est-à-dire qu'à chaque fois, avant d'appuyer, vraiment, est-ce bien raisonnable, hein?
D'accord. Vous appuyez. Bon. Vous avez dit oui, oui, c'est bien, c'est intéressant, ça va servir, ça va me servir, ça va. Voilà. Ensuite, éthique de la distribution. Vous la donnez? Vous la faites voir? Ou pas? Peut-être que vous pouvez la faire pour vous. Parce qu'une chose est de la faire. Dans le feu de l'action, surtout les photographes de guerre. Ça siffle de partout, vous avez peur, vous avez waouh. Et puis vous devez vivre aussi, mais c'est pas une excuse. Hein. Bah oui, je sais que c'est pas bien ce que j'ai fait, mais il faut que je fasse vivre ma famille. Ça va pas, c'était l'excuse des gardiens d'Auschwitz, ça. Mais c'est pas une excuse valable. Du point de vue de l'éthique, ça tient pas trop la route. Bon. Si vous n'en faites pas. L'éthique de la consommation. Est-ce que vraiment je dois aller voir une conférence sur les photographies de guerre? Est-ce que vraiment ça va pas être un peu choquant? Est-ce qu'on va me montrer des trucs un peu affreux là? Est-ce que je vais vraiment acheter ce livre où il y aura des trucs qui vont me faire... Ensuite, le point sur lequel j'ai surtout insisté à la fin de la conférence, l'éthique de la lecture. C'est-à-dire essayer d'être un peu charitable avec le photographe ou la photographe. Ne vous demandez pas si c'est pour de vrai, si c'est pour de faux, si ce sont des images de synthèse, s'il a payé des gens pour se tenir comme ça, s'il est intervenu ou si elle est intervenue. Non. Essayez de vous demander ce que ça vous apporte. En quoi ça vous fait... progresser, c'est tellement... en général, ces photographies nous montrent des mondes qu'on n'aura pas l'occasion de connaître de près. Et la photographie nous fait voir les choses de près. Il faut voir des choses sous un angle auquel on n'est pas habitué. Voilà. Et enfin, c'est ce que fustigeait la photographie de l'ONG singapourienne, l'éthique de la transmission, c'est-à-dire, une fois que vous l'avez reçue, est-ce que vous allez la renvoyer à tous vos contacts, mettre des pouces, super, est-ce que vous allez la transmettre un peu partout autour de vous? Voilà. Ça fait beaucoup de questions. Et vraiment, chacun a ses propres réponses en fonction de ses convictions, de son expérience, de ses... Franchement, voilà. Donc, je pose des questions, mais je ne veux pas y répondre, sauf vous donner mon avis personnel. Voilà, c'est tout. Je vous remercie pour votre attention. Donc, oui, je reviens, moi, à l'éthique de la distribution. Oui. Hein. On voit bien que dans la même agence, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis, ils ne prennent pas la même décision par rapport aux photos des camps de concentration prises par les mineurs. Donc, voilà, c'est une simple constatation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça? C'est-à-dire, c'est un choix des équipes. La question de la distribution concerne les photographes. C'est-à-dire, il arrive quelquefois que des photographies extraordinaires soient prises par des amateurs, d'autres par des professionnels. Est-ce qu'ils vont la vendre? Est-ce qu'ils vont la donner parce que ça les gêne de la vendre? Enfin, toutes les réponses sont possibles. Moi qui ne suis pas photographe et encore moins photographe professionnel, tous les cas de figure sont possibles. Je ne voudrais pas juger quelqu'un qui fait de l'argent avec le malheur des autres. Je ne me permettrai pas, mais j'aurais l'air d'un moraliste qui n'est pas dans la même situation. Je ne sais pas. Franchement, je ne peux pas répondre. Vraiment, tous les cas de figure sont connus. Il y a des photographes qui donnent les clichés pour ne pas être embêtés avec des problèmes dostoïevskiens, de culpabilité, etc. Oui, ça arrive. Oui. D'autres qui les vendent cher, sans
tenir compte même parfois de leurs propres convictions. Tous les cas de figure sont possibles. Franchement, alors il y a dans des agences comme Magnum, il y a des règles. Par exemple, normalement, les photos de prédation à distance sont interdites. Un photographe Magnum n'utilise jamais de téléobjectif. Un photographe Magnum ne pourrait pas aller chercher une personne du dernier rang là, pour faire son portrait. Voilà. S'il fallait le faire, il monterait pour la prendre en connaissance de cause. Quitte à se faire boxer, comme c'est arrivé à Robert Capa dans la photographie que je vous ai montrée des bombardiers écrasés sur le sol. Ouais. Non, vraiment, il y a une telle variété de réponses possibles. Merci. D'autres questions? Réponds. Oui, j'ai bien apprécié toute la réflexion que vous nous avez fait réfléchir sur les images de guerre, le photographe de guerre. Il y a une chose qui m'a un peu manqué dans votre présentation, c'est l'importance du reporter, du photographe de guerre pour le témoignage. Je veux dire, par exemple, ce qui s'est passé à Gaza récemment, où aucun photographe ne pouvait y aller, ça montre l'importance quand même. Et ça manque un peu, je trouve, dans votre discours, l'importance du témoignage. Oui, oui, tout à fait. Ça me rappelle ce livre que Jean Baudrillard, un sociologue français, a écrit au titre très provocateur « La guerre du Golfe n'a pas eu lieu ». Alors, évidemment, c'est un titre accrocheur pour qu'on parle du livre, mais elle n'a pas eu lieu, c'est-à-dire elle n'a pas trouvé de lieu sur nos écrans, dans nos journaux, pour être représentée. Il n'y a pas eu de photographie, de reportage de la guerre du Golfe. Mais la guerre du Golfe a bien eu lieu quand même. Et il a bien fallu croire... enfin, il a bien fallu. Non, on nous a demandé donc de faire confiance à ce qui filtrait, quoi. Donc, ouais. L'expérience montre que c'est de plus en plus difficile d'obtenir des photographies de professionnels dans les conflits modernes, et que les photographies qui semblent, enfin, qui ressemblent à celles que prenaient les professionnels au Vietnam, par exemple, elles viennent souvent de reporters, mais qui prennent des photos, qui volent des photographies vite fait avec souvent des victimes, quelquefois des assaillants, et qui prennent des photographies à la sauvette avec leur téléphone et qui les font passer directement sur les réseaux sociaux. Là, la photographie de guerre a été complètement bouleversée, comme beaucoup d'autres médias, par les réseaux sociaux et par les smartphones. Vraiment, c'est... je pense à mes étudiants qui... les images qu'ils consomment sont sociaux et ils cherchent des sources qui ne sont pas des sources professionnelles, avec tous les dangers, bien sûr, que ça comporte, parce que c'est tellement facile de manipuler des photos. Je crois l'avoir montré, mais c'est tellement facile. Le premier amateur venu peut truquer très facilement. C'était possible avant, mais quand même un petit peu plus difficile. Voilà. Oui. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus rare, quoi. D'ailleurs, j'ai peu de photos récentes. Je vous ai montré quelques photos de la guerre, la guerre actuelle en Ukraine, mais c'est des photographies, on peut dire, sont banales, elles n'apprennent rien. Je m'en suis servi pour illustrer la question technique, mais c'est tout. Je pense qu'il faut, si vraiment Oui. il y a une guerre qui vous touche, qui vous retourne le cœur, Ça se fait pas trop. je pense qu'il faut, si vraiment vous voulez des informations, il faut chercher un autre canal. Voilà. C'est le conseil que je donnerais quand même. Oui. Je sais que c'est mon gagne-pain, le travail sur l'image, mais l'image comme art, là parfait, évidemment, rien ne lui arrive à la cheville. Mais l'image comme source d'information, Oui. ouais. Voilà. Bon. Bonsoir. Oui. Je pense que la première chose à se poser quand on regarde
une image, c'est pourquoi on me montre cette image. Oui, déjà c'est pourquoi est-ce que je la regarde, qu'est-ce qui m'a poussé à appuyer à cliquer, ou à ouvrir le livre, ou à acheter le livre, alors, la plupart du temps, les photoreporters disent « moi je suis juste un témoin ». Mais vous savez bien que c'est pas vrai. Enfin, je me suis échiné à vous le montrer. Il n'y a pas d'objectivité possible. Voilà. Ils mettent tous un peu... quelquefois, pour les vrais professionnels, c'est de l'intentionnalité. Tous les paramètres techniques sont là pour dire des choses. D'autres fois, c'est le hasard ou... C'est vraiment ça, c'est comme dans une course où on se passe le témoin, quoi. Vraiment, les rares fois où Robert Capa n'a pas fabulé, n'a pas fictionnalisé sa propre vie, il a dit que c'était ça, un passage de témoin. Voilà. Vous n'étiez pas là, moi j'étais là, j'ai appuyé et j'ai fait en sorte que c'est comme si vous étiez là. Voilà. Bon, après, si ce conflit-là ne vous intéresse pas, bon, bah, tant pis. Voilà. C'est ça. Une photographie, c'est un regard. C'est ça aussi qu'on oublie souvent. J'ai insisté dessus, mais comme c'est contre-intuitif, je sais bien que... Voilà, bon. On réserve ce mot souvent aux peintres, mais, ou aux photographies d'art, très sophistiquées, etc. Mais même une photographie lambda, c'est un regard. C'est pas... Nous, on saute tout de suite sur l'objet qu'elle représente, mais non. Il y a une médiatisation. Donc si la personne dit « bah oui, je vous montre ça parce que j'étais là et pas vous », bon, c'est un peu... Mais souvent, il y a autre chose. En tout cas, dans les grandes photographies, celle qui vous remue un peu. Bon, mais je crois qu'il est 20 heures passées. En tout cas, je voulais remercier Laurent Julier. Merci.